Ça marche. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes ici pour discuter des fonciers mis en commun. On va faire une petite introduction. Ensuite, le moment se divise en deux parties. Une première partie avec deux exemples étrangers qui nous seront présentés par les intervenants pour nous inspirer un peu. Et ensuite, une table ronde avec des acteurs français et le point de vue de ces deux acteurs étrangers pour parler plutôt des expériences qui se déroulent en France aujourd'hui. Petite introduction, juste pour reprendre le fait que le foncier est vraiment au cœur des enjeux de la production de l'habitat et des questions d'aménagement, en lien complet avec à la fois la crise du logement, la crise sociale et la crise environnementale. Et dans cette table ronde, on vous invitait avec Christiane, avec qui on a organisé la table ronde, à envisager le foncier sous une autre perspective du foncier mis en commun, c'est-à-dire la question de comment favoriser les rencontres entre des énergies citoyennes, des volontés politiques locales, et puis les énergies aussi des acteurs professionnels. Et du coup, c'est intéressant parce que on reprend un peu la suite de ce qui s'est dit ce matin complètement, en fait. Notamment, on notait que Bouchain parlait de délégation de confiance et de ne pas empêcher de pouvoir donner un coup de main. Donc on est complètement dans ce rapport de coproduction et puis ensuite de co-gestion entre les différents acteurs qui interviennent dans la fabrication de la ville. Et du coup, dans cette perspective-là, le foncier n'est plus un bien sur un marché, ça devient le support de cette rencontre et de cet échange entre ces divers acteurs et qui viserait du coup à un espèce de mieux vivre ensemble commun, la fabrication de ce mieux vivre ensemble commun, la perspective de l'intérêt général et du commun en général. Et du coup, le fait de sortir le foncier de cette question du marché, ça fait qu'on ne transmet plus un capital, mais des valeurs et un esprit de coopération. Et l'enjeu n'est plus de posséder le foncier à proprement parler, mais d'en user et de s'en servir pour développer des projets collectifs. Voilà. Et donc, au-delà de la question purement de logement, de l'habitat participatif, ici, c'est plutôt comment l'habitat participatif vient s'inscrire dans son environnement plus large. Et le foncier, du coup, devient ce lieu de création collective. Et du coup, c'est ce qu'on va voir avec l'intervention notamment de Anne-Laure, c'est plus seulement les habitants et les pouvoirs publics, mais les habitants, les professionnels, la société civile et les pouvoirs publics. Donc c'est le collectif, la communauté au sens très large. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Ah. Alors, si vous voulez, les autres intervenants, peut-être pour se présenter, si vous voulez rester là, ou peut-être ils verront mieux, Laurent. Ouais, bon, non, bougez pas. Donc, du coup, les deux premiers intervenants des modèles étrangers, c'est Anne-Laure Vibrin et Richard Pointelin. Qui vont nous présenter, alors Anne-Laure Vibrin qui probablement va commencer en l'absence de Richard pour le moment. Du coup, Anne-Laure Vibrin, elle est sociologue et elle est chargée de projet au Community Land Trust de Bruxelles. Et elle va nous parler de leur conception des Community Land Trust, de ce modèle-là. Et c'est le modèle qui a inspiré nos organismes de foncier solidaire et notamment de la participation des habitants, de leur organisation de la participation habitante. Et puis Richard Pointelin, qui est le deuxième intervenant pour nous parler d'un exemple étranger. Lui, il a soutenu en 2016 une thèse en urbanisme sur l'émergence des formes alternatives d'habitat dans un contexte de crise en Catalogne. Et donc, il va nous détailler le projet de l'Aborda à Barcelone, qui s'est développé dans le temps. Donc, il va nous raconter son histoire sur le long terme. Et dans la deuxième partie, donc, il y aura une table ronde avec Imed Robana, directeur du COL, Priscilla Ludovico, qui est administratrice du COL et habitante d'un habitat participatif qui s'appelle Terra Arte à Bayonne, Benoît Tracol, directeur général de Ronson Habitat, Sylvie Leleu, coordinatrice de l'organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise,
Renaud Père, qui est 3e vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça en présentiel. C'est quand même très chouette de pouvoir recommencer à faire ça. Donc, je vais commencer par vous présenter le Community Land Trust de Bruxelles et spécifiquement de vous parler du foncier, des habitants et de la communauté des membres du CLT. Alors, je vais faire une présentation en 3 parties. Ah, ça bouge sans moi. Voilà. La première... je dois continuer à appuyer sur la flèche en parlant. Le modèle du Community Land Trust en quelques mots. Ensuite, celui du Community Land Trust vraiment à Bruxelles. Qu'est-ce que nous, on fait? Donc, je n'appuie sur rien. Et puis, les participations des habitants, parce que vous allez le voir, ça se passe à beaucoup de niveaux différents. Donc, je commence en quelques mots. Voilà. Ça va être difficile. Voilà. Non. Encore avant. Non, encore avant. Je ne maîtrise pas, en fait. Ça bouge sans que je fasse quoi que ce soit. Voilà. Merci. Donc, quand on parle de Community Land Trust, on a 3 grands principes. Le premier, vraiment, qui est important, c'est la dissociation entre le sol et le bâti. Donc, le sol appartient au Community Land Trust pour toujours. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, au-dessus, on crée des logements, des espaces collectifs, des services, des commerces. Et les logements appartiennent aux familles. Donc, les familles n'achètent que le logement, mais pas le sol. Deuxième grand principe, c'est que c'est un modèle qui est destiné à ce qu'il reste accessible sur un très 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 long terme aux familles les plus modestes. Et donc, on empêche aux familles de vendre en faisant une plus-value très importante. Les familles vont faire une plus-value, mais cette plus-value va être répartie entre le Community Land Trust et elle va être réinjectée ensuite pour une famille suivante qui voudrait acheter un nouveau bien dans ce même modèle, quoi. Donc, on met vraiment des plafonds à la revente du logement. Et alors, dernier gros principe de base, c'est la structure de gouvernance du Community Land Trust, qui est séparée en 3. C'est vraiment une gouvernance tripartite. On a un tiers des représentants qui représentent des pouvoirs publics, un tiers qui représente des habitants qui habitent ces logements, et un tiers qui représente la société civile et les riverains de projets habités. Alors, plus spécifiquement, à Bruxelles, comment ça se passe? Comment on en est venu à créer l'idée du Community Land Trust? On part d'un problème, nous aussi, de logements accessibles pour les familles à bas revenus, mais pour les familles de classe moyenne également. Donc, on constate que pour les vraiment très bas revenus, c'est très très difficile de se loger. Et en 2008, plus ou moins, des associations, donc c'est le monde associatif qui se regroupe pour essayer de trouver des solutions pour quelques familles qui sont vraiment dans des situations assez déplorables de logement. Et à 15, elles se regroupent pour essayer de trouver des alternatives en pensant au modèle de Community Land Trust qui vient des États-Unis. Donc elles vont voir comment ça se passe, etc. Et cette plateforme, entre 2010 et 2012, lance une étude de faisabilité sur le modèle du Community Land Trust pour voir si juridiquement ça peut s'appliquer à Bruxelles, ce qui n'est quand même pas évident, et si financièrement ça peut tenir la route également.
En 2012, on a une reconnaissance par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, donc ça c'est une grande étape symbolique. En 2013, on achète et on développe 2 premiers projets pilotes de 7 et 32 logements. Et en 2014, on a une structure un peu plus pérenne dans le sens où le gouvernement nous attribue un subside d'investissement annuel qui nous permet d'anticiper un peu les années à venir. Alors aujourd'hui, on est à 49 logements qui sont habités, 55 logements en fin de chantier qui devraient être habités à partir du 1er septembre, 60 logements en projet. Alors on a beaucoup de succès et la crise du logement fait que pour le moment à Bruxelles, il y a une liste d'attente dans le logement social qui est de 40 000 ménages. Et chez nous, qui se sont inscrits au Community Land Trust, il y a 700 candidats pour devenir propriétaires. Alors peu à peu, l'équipe du Community Land Trust a grandi. Pendant longtemps, ils étaient 5. Aujourd'hui, on est 20 à travailler. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, en télétravail ces temps-ci. Le subside d'investissement va être augmenté l'année prochaine par la région bruxelloise. Et en plus de ça, cette année-ci, en 2021, on vient de créer une nouvelle structure, une coopérative qu'on appelle Fairground Bruxelles, qui a vraiment le même objectif, mais qui permet aussi de ne pas dépendre de subsides. Et donc, par exemple, les subsides nous contraignent à ce qu'on fasse du logement essentiellement pour le logement social. On n'arrive pas à faire du logement mixte pour les classes moyennes aussi. Avec la coopérative, c'est un des objectifs. C'est aussi un autre objectif, c'est aussi d'acheter des biens qui sont intégrés dans le quartier, donc des fonctions utilitaires dans le quartier aussi. Ah, ça rebouge tout seul. Ah. Bon, là, c'est vraiment dur. Donc, je ne fais plus rien. Encore une slide plus loin. Encore. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, l'essentiel des projets sont situés le long du canal, dans les communes qui sont les moins chères pour le moment, parce que l'achat du foncier, évidemment, est très cher. Mais on a aussi des contacts avec d'autres communes de Bruxelles. Alors, ce qui est important aussi, j'ai peut-être pas mis l'accent assez là-dessus, c'est que, ok, on développe des logements qui veulent être abordables, mais aussi on insiste sur le fait que les terrains vont appartenir à la communauté et qu'il y a des espaces collectifs. Dans chaque projet, on essaye de mettre un espace collectif pour des associations, pour des services, pour des commerces. Alors cet espace, soit il est en partie acheté par les habitants, soit il est tout à fait acheté par les habitants, soit il est acheté par une association externe qui va faire du travail communautaire, qui va faire du travail de quartier, qui va offrir des services de santé ou des services utiles pour le quartier proche. Alors à Bruxelles, donc on reprend le même principe que celui que je vous ai expliqué, tripartite. On a 2 structures. On a la FUP, la Fondation d'utilité publique, qui reste propriétaire des terrains, et on a la SBL qui m'engage, qui est là pour gérer les gens, mais qui est complètement dissociée de la structure qui possède. Ça repart tout seul. Hop. Quel genre d'espace collectif? Oui, mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, je vais aller directement dans la partie participation. J'avance. Voilà. Je vais mettre l'accent sur 2 structures différentes, la participation des habitants dans le conseil d'administration et puis dans les projets d'habitat. Alors là, j'arrive plus à avancer. Merci. Mais c'est pas plus mal, je crois. Alors, la participation des habitants dans le conseil d'administration.
Dans le conseil d'administration, donc il y a 15 personnes, 5 personnes qui représentent les pouvoirs publics, 5 les habitants qui habitent déjà dans un projet du Community Land Trust ou qui vont habiter, qui sont en cours de processus, ils savent où ils vont habiter et ils peuvent déjà faire partie du conseil d'administration. Et puis le monde associatif de la société civile et des riverains proches. Ce conseil d'administration prend des décisions sur le foncier et donc d'où l'importance qu'il y ait des habitants qui soient là aussi, puisque ces habitants possèdent le logement, mais pas le sol. À partir du moment où ils font pleinement partie du conseil d'administration, ils ont de nouveau une maîtrise sur le sol. Ce n'est pas une structure indépendante d'eux qui pourrait décider un jour de vendre un sol à un autre prix ou pour n'importe quelle même bonne raison. Hein. Ils auront leur mot à dire le jour où il faut revendre ou où il y a ce genre de questions qui va se poser. Alors, impliquer des habitants dans un conseil d'administration qui parle de questions quand même très spécifiques, enfin très juridiques, hein, c'est compliqué ces modèles d'amphithéose, de droit de superficie, etc. C'est des montages financiers qui sont particulièrement complexes parce que un projet immobilier c'est toujours complexe, mais quand on divise, quand on sépare, c'est encore un peu plus complexe. Et à Bruxelles, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait 4 catégories de prix pour le même logement, pour permettre à ceux qui ont vraiment le moins d'argent d'avoir quand même accès à la propriété. Et donc, dans chaque projet immobilier, on a un quart de chaque catégorie des logements. Donc voilà, c'est encore un petit montage financier un peu plus compliqué. Ah, j'étais encore à la précédente. Ce qui veut dire que si on veut que les habitants participent pleinement au conseil d'administration, il faut un minimum de formation sur les enjeux, sur comment ça fonctionne, etc. Franchement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, jusqu'à présent, la manière dont on fonctionne, c'est 1 heure avant le conseil d'administration. Mon coordinateur prévoit une réunion de préparation avec les habitants qui ont reçu tous les documents à l'avance, etc. Et donc, c'est vraiment un moment d'échange un peu privilégié. Ceci dit, sur les 5 habitants, à chaque fois vient entre 1 et 3 personnes, parfois personne, et puis parfois aussi, simplement, faute de temps, ça saute, quoi. La préparation ne se fait pas. Et donc ça, on sent bien aussi que c'est quelque chose qu'on devrait encore soigner, ou bien peut-être trouver encore une autre formule pour le faire. Mais voilà, vraiment important. Alors, un effet très positif, c'est que pour les habitants ici, hein, seulement, c'est qu'ils ont du coup fort conscience des enjeux, des difficultés financières dans lesquelles on est aussi. L'année dernière, notre budget était très très serré, et donc ils comprennent pourquoi il n'y a pas plus d'argent qui est mis dans l'accompagnement, ils comprennent pourquoi il n'y a pas plus d'argent qui est mis dans leur jardin, etc. Et donc ça, à chaque fois, c'est un retour très positif qu'ils font aussi. Et alors, un autre effet très bénéfique, c'est que même si c'est clair que les 3 ne parlent pas de la même manière autour de la table, ne prennent pas aussi souvent la parole les uns que les autres en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs questions, de leur habitude à participer à un conseil d'administration, à participer à des structures de réunion aussi. Néanmoins, le fait que justement il y ait des personnes d'horizons si différent fait que la qualité de parole n'est pas la même que si on était dans un entre-soi, comme on voit dans d'autres structures de conseil d'administration. Il y a des vraies questions qui sont posées et il y a une vraie attention pour que tout le monde puisse quand même comprendre ce qui se passe, quoi. Et alors, un exemple très concret du dernier CA qui vient de se passer, c'est une habitante d'un projet qui a habité depuis 1 an et demi, donc qui a été inauguré vraiment au début du premier confinement chez nous. Décide de mettre à l'ordre du jour toute une série de points au niveau du suivi technique du bâtiment qui en pâtit le fait que pendant longtemps il n'y avait personne, le syndic était difficile à contacter, les ouvriers étaient difficiles à mobiliser pour revenir sur le chantier pour toutes sortes de choses qui n'étaient pas tout à fait finies. Et le fait qu'elle mette elle-même le point à l'ordre du jour fait que ça oblige tout le monde à prendre conscience dans les moindres détails de ce qui se passe. Et donc ça réimplique un peu tout le monde et fait que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le bâtiment. Alors, deuxième volet participatif, c'est dans l'accompagnement des habitants, ou
plus exactement des futurs habitants. Alors pendant les 2 premiers projets pilotes, on a accompagné les habitants avant même qu'ils ne sachent exactement où... Enfin, ils savaient où ils allaient vivre, mais il n'y avait pas encore de structure du bâtiment, il n'y avait pas de plan d'architecte, etc. Maintenant, on a un peu changé ça. On accompagne les groupes 2 ans avant qu'ils emménagent, donc à partir du moment où on est sûr d'avoir le permis. Parce que dans les projets précédents, le fait de ne pas avoir le permis a mis beaucoup d'insécurité et puis a fait aussi que les projets étaient très très longs, 7 ans entre le jour où les gens s'inscrivaient dans le projet et où ils ont déménagé, avec des familles qui s'agrandissaient, qui n'avaient plus les mêmes besoins, etc. Donc voilà, maintenant pendant 2 ans, on accompagne sur ces 5 thématiques-là. Mais donc, le bâtiment, une explication sur comment le bâtiment va fonctionner, les caractéristiques des techniques spéciales, etc. Sur la copropriété, hein, les obligations, les devoirs d'un copropriétaire. Sur le groupe, beaucoup. Sur le vivre ensemble, prendre des décisions collectives, se connaître déjà. Sur le quartier. Donc des balades découvertes du quartier, des rencontres avec le monde associatif, et puis voir quel projet les habitants pourraient faire pour s'ouvrir au quartier ou pour investir le quartier de différentes manières. Et le dernier volet, c'est plutôt individuel. Donc c'est un accompagnement individuel, surtout pour être sûr que les familles soient bien en capacité d'acheter au moment où il faut signer les actes. Oui, là, merci. Alors, aujourd'hui, cette participation-là, elle se décline à différents niveaux. Donc, avant l'obtention du permis, on a quand même des ateliers participatifs, mais donc pas nécessairement avec les futurs habitants, mais avec des membres du CLT qui pourraient peut-être habiter là ou dans un autre projet, et qui vont ensemble définir le cahier des charges du projet. Et là, on a aussi des habitants qui habitent déjà dans les projets, qui font des retours de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien, si une coursive est vraiment investie par les gens ou si au contraire tout le monde ferme ses rideaux et que ça n'a pas de sens d'en refaire, des choses comme ça. Ensuite, durant les 2 ans avant l'aménagement, la participation, elle se fait essentiellement dans le lien avec le quartier, comme je viens de vous l'expliquer, et dans les liens entre habitants. Alors là, pour chaque projet, on fonctionne différemment. En fonction, on peut faire des groupes de travail qui sont liés à la mobilité, à l'alimentation, à la copropriété, au bâtiment lui-même, à l'énergie. Et en fonction du projet aussi, on peut faire des choses qui sont très fort liées à la santé. On en a un dont j'expliquerai demain le contenu. C'est avec une maison de naissance au rez-de-chaussée, donc avec plusieurs choses qui se passent autour de la santé. Et alors, dernière étape, hein, après l'emménagement, comment ça se passe? Mais c'est vraiment chacun à sa manière, chacun comme il le vit. Et donc là, on n'a plus une participation organisée. C'est chaque habitant qui se rend compte qu'il a envie de s'investir dans le quartier de cette manière-là, qui tire 2-3 habitants avec lui, ou au contraire, certains qui préfèrent investir beaucoup d'énergie dans le bâtiment, avec les voisins tout proches. Ce qui est vraiment important, c'est que chacun trouve sa place. Enfin, si on insiste trop sur une dimension qui ne correspond pas à celle du groupe, de toute façon, ça va évidemment pas marcher. Et donc, dans un projet de 30 logements, ça, c'est assez l'idéal parce qu'il y a suffisamment de compétences et d'envies différentes pour qu'à plein de petits niveaux, il y ait plein de choses qui se passent. Dans un projet de 7 logements, évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et là, on se rend compte qu'on accompagne plus, qu'on enclenche plus des dynamiques, mais parce qu'il y a besoin de plus de soutien, il y a besoin de plus de temps, etc. Et alors, après en dehors des projets de logement, on a aussi plusieurs habitants qui s'engagent comme ambassadeurs du CLT et donc qui montrent à d'autres habitants de Bruxelles, des connaissances à eux, à des projets qui viennent voir comment ça fonctionne, les avantages, les pour, les contre, la durée de tous ces projets, etc. Voilà, je pense que j'ai fini. Vous pouvez passer à la dia suivante. Ah non, oui, en effet, encore une grosse dimension, c'est ce qu'on fait avec un comité des membres. Donc c'est vraiment des membres du CLT. Certains s'inscrivent au CLT
pour habiter, pour avoir un projet d'habitation, et d'autres, c'est vraiment pour reconnaître le mouvement, et donc parce qu'ils trouvent que c'est un beau projet, et ils ont envie de s'engager avec les membres pour les soutenir, pour faire des projets collectifs dans les habitats. Et l'année dernière, par exemple, ça c'était une nouveauté qu'on ne va pas faire systématiquement, mais on a réussi à avoir un petit budget, on a donné un budget participatif pour les membres, qui a été géré par ce comité, et qui a fait qu'on a eu, justement, on a eu plein de choses qui étaient nouvelles, portées par les membres, malgré le virus, et qui a donné des rencontres un peu nouvelles et des engagements nouveaux de la part de membres qui jusque-là étaient un peu plus à l'écart. Et on centre ça quand même très très fort sur les projets habités et pas sur la communauté des membres qui se retrouvent dans tout Bruxelles et qui du coup est fort disparate, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Anne-Laure. Et du coup, on laisse la parole à Richard Pointelin qui va nous parler de l'Aborda à Barcelone. Bonjour à tous. C'est réparé, parfait. Donc, c'est réparé, mais je ne sais pas comment ça marche. Le verre pour avancer. Ok. Donc oui, je vais effectivement vous parler d'un projet qui s'appelle l'Aborda, donc qui existe depuis 2018, qui est habité depuis 2018. Mais l'Aborda s'inscrit dans un projet qui est largement plus vaste, un projet qui est vraiment une réappropriation citoyenne du principe de la fabrique urbaine, et donc qui est vraiment une utopie réaliste. Donc, pour commencer, avant de parler de l'Aborda, il faut revenir bien en arrière. Donc, il faut redéfinir l'endroit où donc a été construite la coopérative d'habitants. Donc c'est sur le site, un ancien site industriel qui s'appelle Can Baio, qui se trouve au sud-est de la ville de Barcelone. C'était une immense friche industrielle. C'était donc une usine qui avait été ouverte à la fin des années 1890, qui était spécialisée dans l'industrie du textile. Et donc qui a fermé ses portes en 1964, qui est ensuite devenu comme une sorte un assemblage de petites industries qui était totalement informelle. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était encore sous Franco, donc il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient de manière totalement informelle. Et donc, en 1976, le plan général métropolitain, donc, qui est le principal instrument d'aménagement du territoire de la ville de Barcelone, qui est encore en vigueur, donc, a décidé d'intégrer cette friche industrielle et de lui donner comme qualification équipement et espace vert. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en 1976, il y avait encore la famille, les descendants de Baio, qui avait créé l'industrie textile, l'usine, donc était encore majoritaire à ce moment-là au sein de la propriété. Au cours des années 1980, il y a eu des permutations avec la Generalitat, avec la mairie de Barcelone, ce qui a fait que la propriété s'est un peu éclatée. Il ne s'est rien passé jusqu'en 2006. En 2006, sous la pression donc, de la société immobilière, il y a eu une modification qui a été faite du plan général métropolitain. On est passé donc de cette zone qui était, comme je vous l'avais dit, qualifiée en équipement et en espace vert pour intégrer des logements, pour pouvoir développer un immense projet de logement de riches, dans le genre de ce qui avait été fait de l'autre côté de Barcelone, dans un autre quartier industriel qui s'appelle Diagonal Mar, donc qui a un autre projet qui, lui, pour le coup, existe. Et donc l'intention des promoteurs à ce moment-là était de faire un projet et d'intégrer 2000 logements
2000 logements avec comment dire, un niveau d'entrée, un niveau d'achat qui était assez haut. Donc ici, on a une vision de Canbaio, de sa situation en 2006. Donc il y avait encore énormément d'entrepôts qui avaient été conservés. Évidemment, avec le projet du promoteur, tout ça devait totalement disparaître. Donc en 2007 s'est formée une plateforme de quartier qui s'appelle Canbaio et pour le quartier. Donc en 2007, ils ont réclamé auprès de la mairie de Barcelone de vouloir négocier un petit peu ce projet qui était donc sur le point de commencer. La mairie de Barcelone, à ce moment-là, comme je vous l'avais dit, avait une partie de la propriété de Canbaio. Il a bien voulu s'asseoir autour de la table. Il faut dire aussi qu'il y a eu les faveurs d'un changement au niveau politique, au niveau de la mairie de Barcelone à ce moment-là. Donc en 2007, il a été convenu qu'une partie des logements, environ à 20%, allait être dédiée aux logements sociaux. Et donc les promoteurs, comme la mairie de Barcelone, avaient 6 ans, selon les accords qui avaient été signés, pour mettre en œuvre et exécuter l'ensemble du plan. 2008, crise immobilière. La société immobilière, évidemment, est sur le point de faire faillite. Impossibilité de développer son plan. Les finances de la mairie de Barcelone ne sont pas au mieux non plus. Donc, en mars 2009, devant cette sensation que le quartier, que le voisinage avait été totalement floué par ce qui avait été accordé 3 ans plus tôt, donc la plateforme donne un ultimatum pour dire au 1er juin 2011, si les machines ne sont pas rentrées dans Canbaio pour commencer à construire, c'est nous qui rentrerons. Et voici ce qui est arrivé. Le 11 juin 2011, plus de 2000 personnes sont rentrées à Canbaio, donc pour demander la gestion d'une partie des anciens entrepôts industriels. Il faut savoir aussi que, donc si je reviens à la précédente, si elle veut, non. Bon bref, il faut savoir que l'ensemble du périmètre de l'usine est entouré par une enceinte qui fait environ 2,50 m, 3 mètres de haut. Et donc il y avait l'impossibilité, les gens ne savaient pas exactement dans quel état étaient les bâtiments, étaient les anciens entrepôts. Et donc ça a été toute une surprise quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés évidemment d'une certaine manière par la force. Hein. Je veux dire, ils ont cassé les cadenas et ils sont rentrés directement. Ça a été une immense fête. Et donc ils ont été étonnés de voir l'excellent état de la plupart des bâtiments. Devant ce fait, la mairie de Barcelone a décidé de laisser en gestion, en autogestion complète, un entrepôt qui s'appelle le bloc 11. Donc ce bloc 11, entre 2011 et jusqu'encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, est un espace totalement autogéré. Un bar, une bibliothèque qui parle une des seules bibliothèques qui existent en Catalogne sur les coopératives, l'histoire des coopératives. Un théâtre, un mur d'escalade, un auditorium. Bref, tout ça a été construit entièrement, réhabilité entièrement par les 500 personnes qui font partie de la plateforme. Donc voyant que d'une certaine manière, ils avaient le vent en poupe, non, que la pression leur donnait raison. Donc en 2012, ils ont donné un second ultimatum en disant en 2013, on veut ouvrir totalement d'est en ouest une nouvelle rue au sein de Canbaio qui soit donc un nouvel axe public. Donc il faut savoir qu'ils étaient rentrés par une des 2 seules portes de l'ensemble d'usine. Et donc ils ont décidé, donc c'est la photo qu'on voit ici en bas, en 2013, ils ont donc exécuté ce qu'ils avaient donné en ultimatum. Ils ont donc démonté un mur,
complètement pour créer ce nouvel axe à l'intérieur de Cannes-Bayo. Cannes-Bayo, à partir du moment où toutes ces... à partir du moment où le voisinage, la plateforme rentre à l'intérieur, ça devient totalement un espace qui est sans limite. Les gens s'imaginent beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que le quartier de Sants, où se trouve donc Cannes-Bayo, a une très grande histoire liée donc, non seulement à l'industrie, mais aussi à l'histoire des coopératives. C'est un des 2 quartiers de Barcelone où il y avait le plus de coopératives qui ont été créées à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc, à partir du moment où ils sont rentrés, ça a été, ça a fait comme une bulle et ils ne se sont jamais arrêtés de penser. Et donc, en 2013, un petit groupe a commencé à idéaliser, à aller plus loin et de dire autogérer un espace, c'est très bien, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir être une source de production de logements. Donc 2013, 2014, la mairie de Barcelone répond favorablement à la demande d'une association qui s'appelait, qui n'avait pas encore le nom de la Borda à ce moment-là, mais qui avait où la plupart des personnes étaient déjà rassemblées, des futurs habitants. Et donc en septembre 2014, la mairie de Barcelone signe avec cette association de préfiguration, qu'on pourrait dire, de la Borda, un droit de superficie à 75 ans, avec une cote part mensuelle, une cote part annuelle de 3 000 €. Avec la possibilité d'avoir une prolongation de 15 ans supplémentaires. Donc le droit de superficie, c'est un bail emphytéotique, ni plus ni moins. Donc c'était justement une des parcelles que la mairie de Barcelone avait donc en propriété. Donc 2014, c'est vraiment l'impulsion de la Borda, de plus en plus de réunions. La chance, c'est d'avoir aussi au sein de la plateforme un collectif qui est d'ailleurs devenu à ce moment-là une coopérative de jeunes architectes, donc qui a vraiment permis d'accompagner tout le processus depuis la base. Il faut savoir que la plupart des architectes qui ont participé de la COL, c'est cette coopérative d'architectes, qui ont participé au projet, des 7, il y en a 6 qui habitent aujourd'hui à la Borda. Ils sont à la fois fabricants, usagers, penseurs de ce qu'est aujourd'hui la Borda. 2015, début des travaux. Donc ici en haut, on voit une photo de la pose de du premier bois, du premier morceau de bois, car c'est un bâtiment fait entièrement... Je fais vite. Donc, c'est un bâtiment qui est fait entièrement en bois, qui est encore aujourd'hui le plus grand qui existe en Espagne. 2015, 2018, achèvement des travaux. Je ne rentrerai pas dans les montages financiers. Juste pour expliquer que la quote-part d'entrée pour pouvoir accéder à un logement était comprise entre 15 et 18 000 €. Et qu'ensuite la quote-part mensuelle est comprise entre 300 et 500 €. Il y a 3 types de logements, 40, 60, 70 mètres carrés. Évidemment, les 40 mètres carrés sont les plus importants. Et au total, il y a 28 logements, plus des espaces communautaires, et que ce soit garage à vélo, salle à manger, un espace santé, car dès le départ, il y avait quelqu'un qui avait besoin de soins, donc on a créé un espace dédié entièrement à cette personne-là, etc. Salle de jeu, un toit terrasse qui est totalement accessible, etc., etc.
Donc voici la Borda, le bâtiment de la Borda, donc qui a été créé donc autour de ce grand atrium et de cet ensemble de coursives. En 2015, donc, il y a un changement au sein de la mairie de Barcelone. Donc, c'est l'entrée d'Ada Colau comme maire de Barcelone. Ada Colau qui a été porte-parole de la plateforme des affectés pour l'hypothèque, qui vient du mouvement Okupas, donc des squatteurs, depuis, qui a été une de leurs porte-parole aussi et qui a participé à de nombreux squats. 2015, il y a donc cette volonté de rendre plus visible cette nouvelle voie de logement. Cette nouvelle voie de logement, c'est les habitats coopératifs en cession d'usage. Donc c'est ça, la Borda, c'est une coopérative qui a l'entièreté de la propriété, et donc les usagers en sont les sociétaires. En 2017, il lance un concours pour 7 fonciers répartis sur l'ensemble de Barcelone. Sur les 7, il y a seulement un seul qui correspond à un endroit où il y a vraiment des tensions au niveau du logement. Les 6 autres étaient vraiment sur des espaces marginaux. Ce concours donc pour attribuer ce foncier à travers du même droit de superficie que la Borda a été lancé donc en octobre 2017, et en février 2018, les groupes d'habitants avaient donc 3 mois pour rentrer leur projet. Il était demandé énormément de choses. 3 mois, c'est très court, mais au bout du compte, il y a quand même 4 projets qui ont été attribués en septembre 2018. De ces 4 projets, il y en a 3 aujourd'hui qui sont sur le point d'être habités. Bon, la photo, c'est une simulation parce que je n'ai pas eu le temps de mettre la photo du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Donc ces 4 bâtiments sont aujourd'hui, donc il est prévu que ça soit au mois d'octobre que l'ensemble des groupes d'habitants investissent leur logement. Seulement 4 sur les 7. Pourquoi ? Parce que la mairie de Barcelone a décidé de ne pas se baser sur l'idée de l'habitat coopératif en cession d'usage, mais de développer une autre idée de cohabitat. Le cohabitat avait beaucoup d'ambiguïté, a laissé la porte ouverte à énormément de coopératives sous leur ancienne forme, c'est-à-dire de coopératives de construction de logements sociaux qui ensuite sont reversés dans le marché, qui au bout de 30 ans perdent leur aspect social et partent dans le marché privé. Car leur idée, c'était vraiment de se focaliser sur l'aspect, sur l'esthétisme, favoriser la performance énergétique, l'utilisation de matériaux éco, etc. Et ensuite sur l'idée de créer une certaine communauté, donc l'idée du cohabitat. Et pas du tout sur la forme de la tenure, pour dire d'une certaine manière, non, la forme de la propriété. Donc les 4 qui ont été adjugés et qui donc sont sur le point d'être habités, ce sont les 4 qui ont été attribués directement à des groupes d'habitants qui avaient déjà des projets d'habitat coopératif en cession d'usage. Les 3 autres ont été attribués en fin 2019. Ceux-ci ont été attribués à des coopératives de logements sociaux. Il n'y a encore aucun projet qui est sorti de terre. Il faut aussi dire que l'intention de la mairie de Barcelone, c'était de profiter de ce premier concours pour pouvoir en lancer un second, car leur idée, c'est d'atteindre plus de 5000 logements d'ici à 2025 qui soient construits selon le modèle de cohabitat.
Aujourd'hui, on en est donc, en tout et pour tout, on en est à 200. Avec ceux qui ont été attribués en 2019, on arrivera difficilement à 320. Pourquoi comment dire, un nouveau concours n'a pas été lancé? Le nouveau concours n'a pas été lancé car il y a eu un changement au niveau de la mairie de Barcelone. Ada Colau, qui entre 2015 et 2019 pouvait gouverner, même en minorité, elle arrivait à gouverner. En 2019, elle a eu pas une défaite, puisqu'elle est encore maire de Barcelone, mais elle a perdu plusieurs sièges, et donc elle a été obligée de créer un gouvernement avec le Parti socialiste catalan. Et à ce moment-là, les priorités ont changé. Donc, le second concours de cohabitat a été mis au fond d'un placard. Il n'en est pas encore question. Il faut aussi dire que le premier concours a créé beaucoup d'énervement au sein des acteurs de l'habitat coopératif en cession d'usage, justement pour ne pas mettre l'accent sur cet aspect coopératif de la propriété, pour donner des priorités donc à l'esthétisme et non pas à la création vraiment d'une communauté et d'un groupe d'habitants très fort. Et ici s'affrontent un petit peu deux modèles de création de logements. On peut voir que d'un côté, la mairie de Barcelone, on peut penser que la mairie de Barcelone avait l'intention de s'appuyer sur l'idée de cohabitat pour pouvoir créer des logements sociaux à moindre coût, sans vraiment donner priorité à l'autogestion et au modèle coopératif. Et de l'autre côté, donc, les acteurs du modèle coopératif qui ne sont encore aujourd'hui pas assez forts et qui n'arrivent pas à accéder à assez de foncier pour pouvoir développer des projets tels que l'Aborda. Je finis, si je veux bien. Un espoir en 2020, septembre 2020, un autre espace, un autre foncier que détenait la mairie de Barcelone sur le site de Can Bayo a été attribué a été donc donné en droit de superficie à un autre collectif qui sont issus de la liste d'attente de l'Aborda, donc pour créer un nouveau bâtiment qui, celui-ci, devrait voir le jour en 2023. Donc on verra, à suivre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on va passer à la partie table ronde de cette table ronde. Et donc je vous demande de bien vouloir rejoindre le devant de la scène. Donc Imed Robana, directeur général du COL, et Priscilla Ludovico, qui est administratrice du COL, habitante de Terra Arte en habitat participatif, ainsi que Benoît Tracol, directeur général de Ronson Habitat, Sylvie Leleu, coordinatrice de l'OFS de la métropole lilloise, et Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'habitat. Donc merci de nous rejoindre. Chacun d'entre vous, du coup, on vous a demandé de bien vouloir nous faire une petite présentation de quelques minutes, de 5 à 10 minutes, pour nous parler un peu de vos expériences. Et puis ensuite, on fera un moment plus d'échange et où on prendra les questions dans la salle. L'objectif ici, c'était de voir comment vous, dans les expériences que vous menez, vous arrivez à nouer ce dialogue et comment vous utilisez peut-être le foncier à des fins de support de ce dialogue. Voilà. Je vous laisse la parole. Imed. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Imed Robana, donc je suis le directeur général du Comité ouvrier du logement, qui est une société coopérative qui va fêter cette année ses 70 ans et qui est issue des mouvements des castors de Saint-Amand à Bayonne. Voilà, donc on travaille beaucoup sur le Pays Basque, mais on intervient également à Bordeaux et à Toulouse. Alors,
dire peut-être un petit mot sur l'organisme de foncier solidaire, parce qu'en fait, le modèle français est assez différent des modèles qu'on vient de voir, parce qu'il est parti d'abord d'un constat qui était plutôt un problème de comment faire de l'accession sociale à la propriété qui reste durablement accessible. C'est vraiment ça qui a été un peu la porte d'entrée de l'organisme de foncier solidaire, en tout cas en France. Et nous, on s'est intéressé à ce dispositif. Donc on a intégré, en France, il faut un agrément du préfet de région pour être organisme de foncier solidaire. Nous avons été agréés en octobre 2017, donc ça fait maintenant à peu près 4 ans qu'on développe ce dispositif, mais c'est parti d'une interpellation, en fait, je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez parlant, le maire de Guétari. Alors pour ceux qui connaissent un peu le Pays Basque, Guétari, c'est extrêmement tendu, hein, c'est des prix parisiens pratiquement, où on avait vendu un T3 en PSLA, donc l'accession sociale classique, à 150 000 euros, et il s'est revendu à plus de 400 000 euros, et en plus pour être occupé en résidence secondaire pendant 1 mois ou 2. Donc le maire était absolument fou en disant, vous vous rendez compte, on fait des efforts pour avoir des terrains pas chers, il y a une TVA réduite, et puis ça repart comme ça sur le marché. Alors, je vous avoue que je n'avais pas de réponse, hein, parce que c'est effectivement le problème de l'accession sociale en France. Même si, bon, vous savez, on s'appelle le comité ouvrier du logement, alors pourquoi est-ce que juste à côté, les gens peuvent faire des plus-values comme ils veulent, et parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas le droit de faire des plus-values? Ça nous a un peu, enfin, en tout cas, ça fait un peu réfléchir, mais après, on s'est dit que dans ces proportions, en tout cas, c'était très important. Et c'est vrai que dans un moment où les terrains deviennent extrêmement rares et chers, le fait que ça puisse ensuite être durablement accessible et donc se transmettre de génération en génération, c'est ce qui nous a beaucoup motivés pour créer un organisme de foncier solidaire. Voilà. L'autre point sur lequel on souhaitait discuter, mais je vais passer du coup, parce qu'on a un atelier à 2, je vais passer la parole à Priscilla sur ce qu'on fait au COL et notamment vis-à-vis de nos coopérateurs. Bonjour, Priscilla Ludovico. Donc, je suis partie aussi du COL, donc administratrice, mais surtout habitante d'une des résidences. Donc, Terra Arte, c'est le premier habitat participatif en accession sociale, donc sur Bayonne. On a, contrairement à d'autres projets qu'on a l'habitude de voir, c'est pas un groupe d'habitants qui est allé à la recherche d'un logement, c'est le COL en tant que promoteur, et puis la mairie de Bayonne aussi, qui a fait un appel à candidature aux habitants. Et donc, on s'est retrouvé à un groupe très, très éclectique de personnes qui n'auraient jamais fait un projet ensemble, n'importe quel projet, et peut-être encore moins un projet d'habitat ensemble. Mais on s'est retrouvé sur ce commun, de cette envie de gérer et vivre autrement dans notre habitat, dans notre résidence, dans notre immeuble. Et ça a été, je pense, que très formateur. On était un groupe vraiment très, très différent, avec des compétences différentes, avec des niveaux, des engagements, voilà, allant du nul au top de l'engagement. Et c'est vrai que du coup, ça a été une première étape. Après, dans le quartier aussi, il y a eu des démarches pour construire une maison de quartier de façon participative, etc. Et c'est les habitants de Terra Arte qui se sont le plus engagés et qui sont aussi aujourd'hui le plus engagés dans cette vie de quartier. Et donc, on a bien, au fil des années, cette notion de on n'habite pas, on n'achète pas seulement un logement, on achète une façon de vivre, une façon d'occuper l'espace et d'occuper la résidence, de vivre dans le quartier. Et puis ça va au-delà aujourd'hui aussi avec ce qu'on travaille avec le COL de fait coopératif, parce qu'on est aussi adhérent et participant d'une coopérative qui a la force de combien de milliers d'habitants ? Donc c'est aussi une façon de s'engager, de transformer la ville, de transformer aussi nos façons de s'alimenter, de se déplacer, de partager, et qui se répand sur l'ensemble au moins là où le COL est présent aujourd'hui. Donc c'est au-delà de la terre, c'est aussi toute la façon d'habiter qui
qui vient progressivement changer et qui démarre par où on habite et qui après se répand aussi. Voilà. Juste compléter en 2 mots après. Oui, pour compléter, en fait, ce qui nous rapproche un peu plus des communautés de land trust, en fait, qui ont un peu inspiré les organismes de foncier solidaire, c'est qu'on associe l'OFS à l'habitat participatif. Et là, du coup, on retrouve une forme de participation, même si alors notre OFS a été fait sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, pour lequel nous avons un collège utilisateur, en fait, hein. Mais ce n'est pas la même force que les autres communautés de land trust, où pratiquement dans la gouvernance, les habitants sont très importants. Nous, on a un modèle qui est différent, qui est un modèle un peu plus financier, effectivement, parce que c'est effectivement lié, enfin, en tout cas, le modèle qui est porté par les organismes HLM repose beaucoup sur l'effet de levier des prêts de la Caisse des dépôts, qui sont des prêts sur 60 ans. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est rebondir sur ce que disait Priscilla, sur le fait que, enfin, tu voulais qu'on mette en avant un peu ce qu'on faisait au niveau du fait coopératif. Et donc, comment 4000 coopérateurs, en fait, comment est-ce qu'une coopérative peut mettre à disposition tout son ingénierie, tout son savoir-faire, etc., pour créer une sorte de force, en fait, hein. Malgré tout, pris de manière individuelle, on n'est pas à grand-chose, mais 4000, c'est quand même pas mal, en fait, hein. Et donc, on a développé un certain nombre de choses, mais il faudrait plus que 7 minutes pour parler de tout ça. Je te passe la parole, peut-être, Benoît, pour prendre la suite. Peut-être juste, Imed, est-ce que ces 4000 coopérateurs du col, parce que souvent vous dites c'est une force, comment vous avez imaginé ou comment eux imaginent déjà que justement ils prennent une part dans la gouvernance de l'OFS à terme? Est-ce que c'est déjà des choses qui sont en discussion? Alors, sur le fait coopérative, on l'a développé au niveau du col. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'OFS est une structure à part, puisqu'à l'époque, lorsqu'on l'a créé, on ne pouvait pas être agréé en direct en tant qu'OFS. Donc, on a créé une société coopérative pour être OFS. Par contre, c'est le col qui aujourd'hui a 4000 coopérateurs, en fait, hein. Et on a travaillé beaucoup avec eux pour savoir quels étaient leurs besoins. Et on a aujourd'hui trois niveaux d'intervention. Une centrale d'achat, à 4000, on achète plein de choses en commun, comment on mutualise un peu les achats, la culture, le loisir, etc. On a également donc la centrale d'achat, une plateforme numérique, hein, de communication. L'idée, c'est de créer une sorte de grande famille et un sentiment d'appartenance, ce qui n'est pas facile, hein, dans un monde où chacun est... Voilà, donc c'est un projet assez ambitieux. Et enfin, une caisse de solidarité. Donc là aussi, effectivement, comment est-ce que la grande famille, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, comment mettre en mouvement ces solidarités. C'est un projet qui est complexe, mais sur lequel on progresse chaque année. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être si vous pouvez passer le micro à Benoît Tracol, qui lui va nous parler pas d'OFS, enfin pas forcément que d'OFS, mais aussi de comaîtrise d'ouvrage. Bien, bonjour à tous. Sans faire de parallèle avec mon ami Imed, on a un peu la même structure coopérative, hein, mais on a fêté nos 71 ans, nous. Bon, on ne les a pas fêtés parce que l'an dernier, les 70 ans, on n'a pas pu les fêter. Mais on a fêté 70 ans cette année avec un an de retard. Et nous sommes constitués sous le même principe, hein, les acteurs de notre société, à travers la construction de nos logements, sont tous des coopérateurs. Et c'est dans cet esprit que nous nous sommes rapprochés avec 2 autres sociétés coopératives dans les territoires avoisinants, comme dirait mon cher voisin Renaud Père. On en parlera tout à l'heure. Donc en Savoie et en Isère, nous avons constitué un OFS qui s'appelle Orsol. À travers l'habitat participatif qui nous réunit aujourd'hui, c'est plutôt sur le temps long et sur l'implication des habitants dans la maîtrise d'ouvrage, qui est peut-être le sujet sur lequel je vais parler. On s'aperçoit que la volonté des habitants de vouloir concevoir leur logement, elle est
d'autant plus évidente quand ils sont des maîtres d'ouvrage. Mais ils ne peuvent pas être des maîtres d'ouvrage éclairés parce que c'est quand même un métier professionnel. Et l'utopie ne résiste pas à l'application de règles quand même complexes. Construire un ensemble immobilier, c'est quand même pas simple. Et c'est quand même extrêmement contraignant, c'est de plus en plus contraignant, notamment sur tout un tas de règles administratives complexes et de règles aussi qui touchent au financement, qui touchent à l'assurance, à dommage ouvrage, et ainsi de suite. Et l'expérience que nous avons vécue avec le village vertical, que nous avons réalisé avec eux, donc maintenant livré il y a 8 ans, mais sur lequel j'ai eu la chance de participer à l'aventure dès la première minute, donc il y a 15 ans, quoi, quasiment, puisqu'il y a eu un temps de gestation qui a été quasiment doublé le temps de construction du projet. Je crois que ce que j'en retire avec eux, c'est qu'ils ont été les initiateurs de l'habitat antispéculatif. Et je pense que la réflexion qu'ils ont portée sur la non-spéculation a été, avec l'aventure des Community Land Trust, quelque chose qui a pu constituer en France nos OFS. Et donc rendre effectivement l'action publique, sans laquelle l'habitat abordable, l'habitat équitable, ne peut pas se faire. Je crois que sans nos partenaires, et j'en ai un à côté de moi auquel je tiens beaucoup et qui apprécie aussi ce que l'on fait, j'espère, il le dira tout à l'heure, je crois que l'importance de l'action publique ne peut donner lieu à des aventures comme l'habitat participatif, à des aventures comme ce que portent nos OFS. Et l'implication des habitants, des futurs habitants, autant elle est difficile dans une construction en VFA, autant elle est difficile quand on est sur le strict point de vue du PRS avec, d'un côté, je dissocie, de l'autre côté, je vends le bâti, comme vous l'avez expliqué. La co-maîtrise d'ouvrage peut être quelque chose de très intéressant, mais comme vous l'avez souligné, Mme Vibrin, on ne peut pas parler de petites opérations. Ces petites opérations ne sont pas possibles parce qu'elles sont génératrices de beaucoup trop de coûts. On sait que le foncier, il est rare, il est cher dans une métropole tendue en plus comme la nôtre, et qu'un projet abordable en termes de coûts ne peut se concevoir que si on a une échelle. Et je crois fermement à la co-maîtrise d'ouvrage. Je crois fermement à la diversité de l'offre de logement abordable, équitable, durablement abordable par son aspect antispéculatif, avec des modèles qui associeraient et le BRS et la coopérative d'habitants, ou l'accession sociale sécurisée et la coopérative d'habitants, dans le but d'associer les habitants, les futurs habitants participatifs, dans une définition de leur projet, dans l'apprentissage de la maîtrise d'ouvrage et dans le partage de ce bien commun, qui est le projet lui-même. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, c'est assez compliqué à monter, mais la réponse est pertinente quand le foncier est extrêmement difficile à trouver et qu'on ne peut se permettre souvent, dans une métropole tendue comme celle de Lyon et du centre-ville de Lyon, de voir un terrain pour seulement 7, 8, 10 logements, et c'est très compliqué. Même si c'est souvent l'échelle des gros d'habitants, parce que dépasser la quinzaine de personnes, enfin quinzaine de familles, ça devient quelque chose assez complexe en aventure. Donc je crois que la co-maîtrise d'ouvrage peut être un sujet de réflexion en associant et les habitants et une autre forme de vente à travers le BRS, à travers le PSLA, à travers l'accession sécurisée en QPV par exemple, où on a quand même des formes antispéculatives qui peuvent être instituées. Et enfin, cela permet de sécuriser aussi l'opération, parce que je crois qu'un des enseignements majeurs de l'aventure avec le village vertical, c'est la copropriété. C'est la copropriété d'usage, mais c'est aussi la copropriété, pas verticale, mais aussi horizontale, avec d'autres personnes. Et nous sommes, nous, syndics de copropriété depuis 1950, depuis la création de notre coopérative. Nous avons même une copropriété qui a été construite en 1954 et dont nous sommes toujours syndics. C'est vous dire la durabilité de la relation entre le promoteur et son syndic, à partir du moment où il est basé sur des choses équitables, sur des choses transparentes et sur des choses effectivement de partage. Et dans une co-maîtrise d'ouvrage, on va construire et concevoir ensemble une copropriété.
eh ben, je crois que les plus ardents défenseurs de l'équilibre sont bien sûr les habitants participants, la coopérative d'habitants ou l'habitat participatif, parce qu'ils savent reconnaître effectivement les bienfaits d'une gestion partagée, d'une gestion collective, et qu'ils en ont été à la base les auteurs. Voilà, c'est un témoignage sur la comaîtrise d'ouvrage que je tenais à vous faire partager. Merci beaucoup. Du coup, nous allons maintenant entendre deux représentants de collectivités, Monsieur Renaud Père qui est élu et Sylvie Leleu qui est coordinatrice de l'OFSML. Et vous allez nous parler chacun en général des politiques de l'habitat qui sont mises en œuvre sur vos territoires et en particulier sur ces questions foncières. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Si j'essaye de donner un peu notre perspective, moi j'appartiens à un exécutif qui a été métropolitain, qui a été installé il y a donc 1 an. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On est face à un territoire, Benoît l'a très bien dit, qui est extrêmement tendu. Je sais pas, là je regardais un peu les chiffres, on est en moyenne sur la métropole de Lyon, 59 communes, sur le neuf à 4 574 € le mètre carré. Et on va à quasiment 5 700 en moyenne le mètre carré à Lyon. Donc on voit quand même... et ça, c'est une photo. Mais ce qui est le plus vertigineux, c'est évidemment l'évolution sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, disons, mais en tout cas les 15 dernières années. Donc on est dans une situation de tension extrême. Et bien sûr, ça se répercute sur l'ancien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à cette question du coût qui augmente, évidemment, du foncier qui est à la fois en pénurie et extrêmement coûteux, les deux étant liés, mais évidemment, il y a un lien. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Qu'est-ce qu'on fait quand... on voit aussi qu'il y a une petite tendance, et on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas parlé encore dans la plénière, mais il y a une tendance quand même, même dans notre métropole, où on voit des fonds d'investissement qui vont faire des opérations qui jusqu'alors étaient réservées à l'hypercentre. Alors, à Lyon, ce serait la rue de la République, et qui maintenant se diffusent dans un certain nombre de quartiers où on voit des fonds d'investissement qui achètent et puis qui vont revendre à la découpe, mais quasiment une année, et vont faire augmenter les prix. Ça veut dire qu'en fait, sans vouloir du tout utiliser des grands termes, mais quand même, on est une collectivité face à un marché et on n'a pas les mêmes armes. Pas du tout. Enfin, je veux dire, on pourrait penser, ça ne sert à rien de le dire, on n'a pas les mêmes armes. Donc, soit on baisse les armes et puis c'est fini, soit on résiste, comme on disait ce matin, mais comment on résiste? On résiste, je suis désolé de le dire, en segmentant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire, il y a des objectifs qu'on peut atteindre, il y a des formes qu'on peut développer. Donc, évidemment, il y a un outil quand même qui est intéressant, je crois que ça traverse déjà depuis ce matin, c'est le bail réel solidaire quand même, il faut le dire, et évidemment les organismes de foncier solidaire, c'est extrêmement intéressant. Alors je le dis, parce que c'est à la fois des initiatives de collectivité ou pas, et précisément, Benoît Tracol l'a évoqué, l'organisme de foncier solidaire, le premier sur le territoire, il vient de Rhône-Saône Habitat et de ses deux autres partenaires, et c'est hors sol. Donc, et on accompagne côté métropole. Mais la métropole de Lyon a monté son propre organisme de foncier solidaire. Je le dis juste pour qu'on ait des repères comme cela, mais dans notre programmation pluriannuelle d'investissement, je suis désolé, mais dans toute la politique d'investissement des 6 années, c'est 40 millions quand même qui sont mis dans la foncière solidaire du Grand Lyon. Sans parler de tout ce qu'on va faire dans les opérations et précisément où tout le monde doit prendre sa part. On en parlait encore hier en inaugurant la première opération à Villeurbanne. Donc, ces 40 millions, c'est aussi un objectif global qui est de se dire, notre but, nous, c'est d'arriver sur l'ensemble de la métropole de Lyon, horizon 2026,
à 1000 logements BRS par an. C'est-à-dire que commencer à faire masse, c'est pas beaucoup 1000 par an, mais on commence à passer. Bon, déjà, il faut y arriver. Mais ça veut dire quoi? C'est bien sûr tous les organismes de foncier solidaires, celui de la métropole évidemment, mais aussi les bailleurs sociaux qu'on va inciter à vendre en BRS dans les zones tendues. Bon, bref, je passe là-dessus, mais c'est quand même extrêmement important. Alors, il faut bien le dire, l'exemple bruxellois, du coup, déjà là m'interroge, parce que c'est vrai que on est en train de réfléchir à la nouvelle gouvernance, par exemple, de la foncière solidaire du Grand Lyon. On n'est pas encore tout à fait sur ce scénario-là, donc on voit quand même qu'on a une vraie progression à accomplir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette opération-là. Évidemment, tout ce qu'on s'est dit sur l'habitat participatif, il faut tester des choses. Alors, on va sans doute tester des choses dans une ZAC sur couplage BRS habitat participatif. C'est quand même compliqué, je le dis, mais il va falloir. Mais on veut avancer. Il y a d'autres opérations qu'on aimerait travailler. Et quand je dis on aimerait, là, je lance vraiment. C'est vrai qu'on se dit que l'habitat participatif, ça peut être aussi. Enfin, je vais le dire autrement. Il y a un énorme chantier à ouvrir, surtout dans une zone tendue, surtout là où on est en pénurie de foncier. Il y a un énorme chantier à ouvrir dans l'existant. C'est-à-dire que c'est notamment ce qu'on a fait sur une opération à la Guillotière, qui est le Moulin, mais on est dans de l'existant, mais on peut aussi imaginer d'autres dispositifs. Et c'est vrai que nous, on aimerait trouver un levier qui serait d'avoir la possibilité de faire de l'habitat participatif dans le diffus, mais vraiment dans le diffus, c'est-à-dire qu'on est une coopérative. Et je parle dans l'existant, là, cette fois-ci. Une coopérative qui permettrait, sur tout le terrain de jeu métropolitain, d'une certaine manière, de dire, tiens, là, un appartement ici, un appartement là, et on diffuse cet habitat participatif, même s'il y a 1 ou 2 appartements dans un immeuble existant. Parce que probablement que c'est aussi par cette voie-là qu'on va peut-être commencer à reprendre du terrain sur un marché qui n'a, encore une fois, qui a des armes bien supérieures aux nôtres. Voilà, ça c'est une idée parce qu'on a déjà rencontré des habitants, mais c'est compliqué d'une certaine manière. Enfin, simplement, et puis c'est un autre modèle que celui qu'on a commencé à présenter, mais qui nous permettrait aussi quand même d'avancer et de diffuser cette idée d'une nouvelle forme d'habiter. Voilà, mais peut-être que je reviendrai sur d'autres points, mais plus tard. Merci. Oui. Bon. Je ne sais pas si le PowerPoint est lancé ou pas. Et je crois que la personne est partie, donc je vais essayer de le lancer. Ah non, pardon. Bon. Je peux commencer de toute façon, il n'y a pas de problème. Je vais vous parler en quelques mots de l'OFS de la métropole lilloise et d'une étude qu'on est en train de mener sur justement les contours et les modalités de participation des habitants à cette OFSML. Donc, quelques éléments de contexte. D'abord, sur l'organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise. Il a été créé le 28 février 2017, donc il y a quelques années, avec 3 objectifs principaux. Créer un parc de logements durablement abordables, limiter la spéculation foncière et bien sûr faire un meilleur usage des financements publics dédiés à l'accession sociale. On en a déjà parlé à plusieurs reprises autour de cette table. Alors, petite précision justement en comparaison de nos collègues OFS sous statut SIC. L'OFSML, ce n'est pas un OFS qui assure la maîtrise d'ouvrage des opérations. Voilà, donc c'est vraiment, on s'appuie sur des partenariats avec les opérateurs, promoteurs immobiliers, coopératives HLM et bailleurs sociaux. Pour ce qui concerne la gouvernance, donc on peut peut-être juste revenir sur la slide d'avant. Voilà. Pour ce qui concerne la gouvernance de l'OFSML, elle est assez équilibrée entre des partenaires publics, donc des collectivités locales, en particulier l'EPF, et toutes les têtes de réseau des acteurs de la production de logements dans la région. Voilà, donc ça permet un peu de situer les choses. Aujourd'hui, l'OFSML, donc là on peut passer à la slide suivante, merci,
la personne que je ne vois pas, mais merci beaucoup. L'OFSML aujourd'hui est à une phase un peu charnière, on va dire, dans son développement et son déploiement opérationnel à l'échelle de la métropole lilloise, puisqu'on se situe juste après la livraison des premiers logements en bail réel solidaire, qui a eu lieu en 2020. Et on a un objectif dès 2023 de production annuelle d'environ 200 logements par an en bail réel solidaire. Donc ça nous semble être le bon moment de nous poser certaines questions, notamment sur la participation habitante, de pouvoir dialoguer avec ces premiers habitants qui ont emménagé. Et ça, en plus, ça s'est fait dans le cadre, donc on peut passer à la suivante aussi, merci. Ça se fait dans le cadre aussi d'un projet européen, le projet européen CHIC, Interreg, dont le CLTB fait partie également. Ce projet européen, il a pour objectif de favoriser les initiatives de Community Land Trust et d'OFS à l'échelle de l'Europe du Nord-Ouest, et de conforter les OFS et CLT existants, dont on fait partie. Donc on s'est dit que c'était justement l'occasion, grâce à ce projet européen, de revenir entre guillemets un petit peu aux sources du modèle Community Land Trust, puisque vous l'avez deviné, je pense, dans le discours, mais c'est vrai que l'OFSML, il a plutôt été conçu au départ comme un outil au service des politiques publiques de l'habitat. Et finalement, le volet habitant et comment on aide cette participation habitante, comment on crée les conditions de mobilisation des habitants, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on souhaite réintégrer vraiment à la réflexion, voilà, pour revenir aux sources du modèle. Donc on a lancé une étude qui est en cours, donc je ne pourrais pas vous donner les conclusions. Elle est réalisée par les Citizen avec Hélène Morel. Voilà, donc je peux quand même vous parler des enjeux qui se dégagent aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on voit grand-chose de loin, mais en fait cette participation, on sait qu'elle peut être, on peut placer le curseur de la participation plus ou moins haut, entre guillemets. Et puis aussi, la question, c'est de savoir est-ce que cette participation habitante, on l'a fait courir depuis la question de la gestion du parc, la gestion de la copropriété, qui est un sujet forcément qui tient à cœur aussi à l'OFSML. Est-ce qu'on le fait aussi de plus en plus basculer vers la question de la production de logements, donc jusqu'où on associe les habitants dans ces questions de production de logements, et là on rejoint les problématiques d'habitat participatif, j'ai envie de dire pur habitat participatif où les habitants sont associés dès la phase de conception. Mais voilà, donc il y a pas mal de questions qui se posent. Et aujourd'hui, les grands enjeux qu'on a identifiés, on en a encore parlé il y a 2 jours. On peut passer à la slide suivante, qui est d'ailleurs la dernière. Ce qu'on voit, notamment dans la discussion avec les habitants, alors encore une fois, ces habitants, on est sur 15 ménages habitants aujourd'hui, donc ça reste relatif. C'est un premier dialogue qui est intéressant à avoir, qu'il faudra sans doute renouveler au fur et à mesure que le parc de logement grandira et que les habitants seront plus nombreux. Mais en tout cas, aujourd'hui, les tendances qui se dégagent, c'est que ces habitants apprécient fortement la formation qui est apportée tout au long du processus. On a un partenariat très fort avec l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, pour informer les futurs habitants sur les spécificités d'une accession en BRS, sur le fonctionnement de la copropriété. Mais on voit qu'il y a aussi un souhait d'être outillé dans la relation aux promoteurs, dans la levée de réserve par exemple. Donc ça, c'est des sujets qu'on va progressivement prendre en charge. Il y a aussi un volet de formation des professionnels, qu'on ressent qui sont demandeurs, par exemple sur les équipes de commercialisateurs. Mais encore une fois, ça c'est vraiment, je pense, un sujet un peu spécifique quand on est un OFS plutôt issu des collectivités, parce que nous, on n'a pas cette phase de production en interne. Donc il faut de la pédagogie vis-à-vis des professionnels de l'immobilier, et y compris des agences immobilières. Il y a ces enjeux-là qui remontent. On sait aussi que ces habitants tiennent beaucoup à des temps de convivialité, alors qu'on a mis en place
Voilà, de manière ponctuelle, ça n'a pas été organisé de manière régulière, mais ça s'est fait à l'occasion des signatures des premiers baux réels solidaires utilisateurs ou à l'occasion justement de formations sur le fonctionnement de la copropriété, mais ils souhaitent que ça soit finalement peut-être plus régulier, plus récurrent, et c'est finalement des temps qui permettent l'émergence d'un collectif. Donc on revient toujours à cette même question sur les communs. Il y a un vrai souhait aussi de la part de ces premiers habitants un peu pionniers d'avoir envie de témoigner de ce qui se passe bien, de ce qui se passe moins bien, de faire remonter les informations pour améliorer le modèle. Et alors, ça pourrait très bien se traduire dans la gouvernance de l'OFSML à terme par l'intégration d'un comité des habitants. Voilà, ça permet vraiment de créer cette relation à l'OFS. Ils sont quand même fortement concernés par le fonctionnement. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à l'intégration dans un conseil d'administration. On n'en est pas là, clairement, mais en tout cas, organiser ces échanges, ça semble très important. On sait qu'on peut s'appuyer aussi sur les expériences locales en matière d'habitat participatif. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand, en effet, on va associer les deux, BRS et habitat participatif. C'est possible, on va le faire, c'est sûr. Et puis, tout ça, ça va créer, favoriser l'émergence d'outils d'organisation collective. Alors, encore une fois, toutes ces petites cases, finalement, toutes ces briques qui s'emboîtent, on sait qu'on va pouvoir faire varier aussi la question de l'échelle géographique à laquelle ça se pose. Ça peut être à l'échelle de l'opération, ça peut être à l'échelle du quartier, ça peut être aussi à l'échelle d'une grande famille BRS ou FSML, je ne sais pas. Mais voilà, donc on a plein de perspectives encore devant nous, mais il nous reste à bien les caler. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un quart d'heure de table ronde. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions dans la salle. Alors, il y a 2 mains levées, 3. Peut-être on va s'arrêter à 3 si ça ne vous ennuie pas. Et ensuite, on vous proposera un temps de réponse. Merci. Bonjour. Thomas Berthet, j'habite en coopérative d'habitants à Toulouse, à Brécop, sur une friche urbaine, avec un organisme HLM, une ESA qui a servi pour la promotion. Avec quand même un moment de vraie maîtrise d'ouvrage habitante d'abord, avant ce moment de VFA où c'est vraiment les habitants qui ont tout décidé jusqu'à l'ouverture des plis, pour dire vite. Et c'est seulement vraiment pour la phase de construction proprement dite qu'on a eu besoin de cette expertise métier dont vous parliez, Monsieur Tracol, tout à l'heure. Moi, ça fait vraiment des années, je suis référent juridique et financier de la fédération Habicop, que je plaide pour découpler le foncier et le bâti. Je suis très favorable à ça. Mais j'ai un peu peur, depuis 2014 et la loi Allure et ses suites, que dans l'ensemble du monde institutionnel de la fabrication de l'habitat en France, bailleurs et institutions publiques, l'OFS devienne la solution, le réflexe. Parce que d'une certaine manière, ça permet d'abord de garder le contrôle, alors qu'en coopérative d'habitants, c'est les habitants qui ont le contrôle. À part peut-être pour la promotion, comme je l'ai dit, où là on peut imaginer des processus, vous l'avez fait d'ailleurs, contrat de promotion immobilière ou VFA, où l'organisme HLM reprend un certain pouvoir. Mais quand même, c'est pas la même chose pour moi. L'exemple du moulin de la Gargousse, on l'aime beaucoup au niveau national, parce qu'enfin, à Lyon-Guillotière, là, on a un exemple d'un bâti qui appartenait à la puissance publique et qui a été proposé en bail amphithéotique à une coopérative qui aujourd'hui habite dedans. Ça permet des choses qu'on n'a pas toujours en OFS. Déjà en OFS, qui emprunte in fine ? Il faut être éligible au PSLA quand même pour habiter là-dedans. C'est sacrément sélectif au final. Ou alors il faut mélanger OFS et locatif social, mais alors quelle va être la place des habitants des logements locatifs sociaux dans tout ça ? Ça pose des vraies questions de mixité sociale, y compris par le haut. Comme disait M. Robana tout à l'heure, on empêche de spéculer ceux qui sont sous le plafond de ressources, mais les voisins, pour eux, c'est tranquille. Alors qu'en coopérative d'habitants, on empêche de spéculer, y compris les plus riches. Quand on accède, comme mon voisin de 84 ans, à un logement en coopérative d'habitants, on peut accéder parce qu'on n'a pas besoin d'emprunter soi-même. Je ne sais pas si une banque aurait prêté à un homme aussi vieux et en mauvaise santé. Donc il y a d'abord une question de solvabilité. J'ai des voisins qui ont seulement 1 000 € d'apport. Ils n'auraient jamais pu emprunter non plus. Donc on a une vraie mixité dans la COP. Et je me mélange les pinceaux.
Question de, oui, d'emprunt et de qui a le pouvoir. Donc voilà, les habitants ont le pouvoir, ils ont une vraie mixité. En gros, la conclusion de mon truc, ça serait de dire le découplage, oui, mais pourquoi avons-nous besoin d'un OFS pour le faire finalement? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le découplage propriété foncier au profit de la coopérative, ce qui permet une mixité sociale beaucoup plus large, qui garantit tout aussi durablement la sortie de la spéculation immobilière, mais pour l'ensemble des logements et pas seulement ceux des gens sous plafond de ressources. Voilà. On va prendre la deuxième question. On passe au troisième. Oui, bonjour, merci de vos interventions. Je rebondis sur, je cherche le prénom de M. Dabicop. On est parti sur un projet d'habitat groupé participatif sur un terrain d'1,5 hectare et là qu'on transforme en hameau participatif de 26 logements avec de l'habitat inclusif, de l'habitat social, mixité sociale et intergénérationnelle. Et donc, je cherchais justement comment créer donc une réserve foncière solidaire, impartageable, et pour justement aller dans le système OFS. Mais sur ce terrain-là, il y aura de l'habitat léger, il y aura aussi des lots individuels. Là, on est parti sur une coopérative, une coopérative habitante pour le foncier. Tout le foncier est mis en commun, serait mis en commun, mais on ne sait pas encore comment après on va le... Si on partait sur un système d'OFS, c'est créer une foncière solidaire qui achèterait le terrain et qui le remettrait à disposition sur un bail emphytéotique. Voilà. Donc la question est là, comment dans un secteur privé, parce que on n'a pas de bailleur social pour porter à côté. Merci beaucoup. J'en profite pour répondre un peu à votre question. On fait un atelier demain à 10h30, 11h, sur les aspects plus techniques de ces questions de dissociation et notamment d'OFS. Donc peut-être ça pourra répondre aussi à vos questions. Et on prend une dernière question. Oui, bonjour, Pascal Ancel, Alter Coopération. J'ai eu l'occasion de visiter dans beaucoup de pays différents des modalités on va dire, de gestion ou de traitement du foncier par les collectivités. Et celle qui me semble la plus intéressante que je voudrais vous soumettre, celle qui se développe à Tübingen, qui depuis 30 ans développe sa ville à partir des friches militaires d'abord, avec le départ des Français en 81, ensuite les friches industrielles et les friches ferroviaires. La ville ne possédait pas tout le foncier. N'empêche que par la capacité à octroyer ou pas un permis de construire, elle a en capacité d'influer sur le contenu du permis de construire, voire sur les modalités de participation. Et en gros, la SNCF locale a été contrainte de mettre en place des dispositifs de cession à des prix très abordables et d'avoir des démarches participatives. C'est un peu inscrit en fait dans les modalités de projets immobiliers. Et donc, ce n'est pas forcément la détention du foncier qui permet de développer des formes de participation, et voire de construire des solutions, on va dire, multifonctionnelles, qui répondent aux besoins à la fois des porteurs de projets, qui sont souvent des groupes d'habitants, mais pas exclusivement, et aussi de répondre à des besoins du quartier environnant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de participation à la conception de la ville qui est portée par la collectivité en s'ouvrant aux acteurs du territoire extérieurs au projet du futur quartier et aux porteurs de projets qui vont réaliser leurs projets. C'est-à-dire qu'il y a une forme de coopération inter-entités, inter-parties prenantes entre des entreprises, des voisins, des promoteurs privés, des promoteurs publics, type bailleurs, et la collectivité. Et ça, en un temps record, à un coût relativement minime, puisque cette structure, elle comporte à peu près 3 ou 4 personnes, et depuis 30 ans, elle développe sur 9 ou 10 friches industrielles du logement, voilà, en performance environnementale, en qualité de ville. C'est la ville des chemins courts,
15 minutes pour accéder à son travail, à son loisir, à ses courses. Je pense qu'il y a des choses à apprendre là. Merci. On fait peut-être un tour de... Mais je crie. Non, mais sans empiéter sur ton atelier de demain, sur la question technique de dissociation foncier-bâti, c'est peut-être pas qu'une question technique. Peut-être que ce serait intéressant, mais en 2 mots, d'avoir des réponses à la fois, enfin, moi je pense que ça peut être à la fois Renaud Père et puis Benoît Tracol qui peuvent répondre à ça, de se dire, est-ce que ce serait la solution unique, et politiquement, qu'est-ce que ça veut dire si on ne faisait que ça? Juste une précision pour la personne de Toulouse, d'Abricop. Vous avez cité la Gargousse, qu'on a eu le plaisir effectivement d'inaugurer. On a une semaine d'inauguration avec Renaud, c'est sympa. Donc mardi soir, on a inauguré la Gargousse. Vous avez cité la Gargousse et la métropole. Il ne faut pas oublier aussi la coopérative qui a, Rhône Son Habitat, qui a œuvré avec eux. Et je crois que là, on est en pleine relation tripartite. Il faut être 3 pour construire un monde intelligent. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien l'idée de 3, parce qu'à 3, c'est un trépied, et c'est solide un trépied. Vous mettez 2 pieds, c'est un petit peu aléatoire. Hein. À 3 pieds, vous êtes bien, et c'est solide. D'ailleurs, on est 3 coopératives pour avoir créé Hors-Sol. C'est ça, la participation. On est plus intelligent à 3 qu'à 2, de toute façon, c'est sûr. Un autre fait aussi participatif, je crois que nous avons aussi su aller au-delà de l'aspect de la construction pure et de la livraison. On accompagne le village vertical parce qu'on est dans le capital de la SAS et que l'on a mis un petit peu d'argent pour leur faire passer un petit peu le cap de la première année et des premières années difficiles en termes de trésorerie. On va faire exactement la même chose avec la Gargousse. C'est aussi cet effort d'accompagnement dans le temps et dans la durée. Et je crois que c'est important parce que notre action, comme l'action politique, elle se situe dans le temps. Et si nous sommes durables, c'est parce qu'effectivement, on a ces principes de bonne gestion, mais qu'on sait aussi accompagner la réussite, les réussites des expériences d'habitat participatif qui doivent être soutenues parce qu'elles sont toutes assez intelligentes, assez intéressantes. Merci. Moi, je trouve... Pardon, je complète simplement parce que je trouve que l'intervention touche vraiment... du doigt, ou en tout cas souligne un point qu'on sent. Enfin, d'abord, vous avez été largement applaudi, donc ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu. Je suis un peu gêné quand même par le débat. C'est-à-dire que je vais tout de suite répondre, oui, il ne faut absolument pas dire il n'y a qu'un outil. Voilà, donc je réponds tout de suite, et on se planterait, et surtout de se dire il n'y a qu'une cible de population en tant que telle. D'accord ? Donc ça, une fois que j'ai mis ça de côté, je suis quand même un peu gêné par le débat qu'on a. Pourquoi ? Pourquoi c'est si séduisant quand même le BRS, et selon l'usage qu'on en fait, hein, parce que quand même, je prends l'exemple de notre métropole. Oui, aujourd'hui, il y a 10 demandes en logement social pour une seule satisfaite. Et donc, il faut quand même se dire que la ville qu'on produit est une ville qui exclut aujourd'hui beaucoup plus qu'elle intègre. Et que c'est quand même 70% de la population éligible au logement social qui, aujourd'hui, n'arrive pas, en tout cas, une grande partie de notre population qui n'accède pas au logement social. Par ailleurs, je le dis, on peut se dire « Ah ouais, mais c'est intéressant un OFS parce que, d'une certaine manière, la collectivité va maîtriser. » Ouais, en même temps, ce n'est pas ça l'enjeu. Je crois que c'est le temps long qui est l'enjeu, surtout. C'est le temps long, et c'est l'idée que le bail soit rechargeable. Le bail emphytéotique, on a quand même plein d'exemples de baux emphytéotiques qui n'ont pas fonctionné. On est à Lyon. À Lyon, ça n'a absolument pas été... Enfin, je veux dire, les hospices civils, c'est quand même les accords Sudro-Pradel qui sont... on remonte il y a quelques années, mais néanmoins, il y a une grande partie de la ville qui a été produite en bail emphytéotique. Ça n'a absolument pas empêché l'augmentation. Il est invisible aujourd'hui, le bail emphytéotique hospice civil. Hein, et c'est une grande partie de... Bon. Par ailleurs, il y a quand même il y a un élément, moi je le dis,
moi je suis vice-président à l'habitat, je suis obligé d'aller convaincre une partie de la métropole qui n'est pas, je le dis tout de suite, pas Lyon, qui n'est pas Villeurbanne, mais qui est quand même tout l'ouest de la métropole, et de produire du logement social, et de construire, et de délivrer des permis, hein, parce qu'il y a quand même cet enjeu-là. Et ben aujourd'hui, je vois que le seul argument qui commence à permettre de construire, déjà, en faisant du logement abordable, c'est de dire il y a cet outil qui s'appelle le bail réel solidaire. Alors, parce que ça parle de se dire dans une petite commune, des enfants, des primo-accédants qui ont une trentaine d'années ne peuvent plus acheter ce que leurs parents ont acheté il y a 30 ans, justement. Et pourtant, ils ont envie de rester dans la commune. Donc, ça permet de débloquer quand même des situations. Alors, une fois qu'on a dit cela, on a précisément, je pense qu'on n'a pas tout dit, mais précisément la réponse, c'est de dire c'est la même collectivité qui peut faire du bail amphithéotique, qui peut aller travailler avec Rhône-Saône Habitat pour faire le moulin La Gargousse, quoi. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faut retenir de ma réponse, c'est quand même pas d'exclusive, ça on est d'accord. Mais il y a quand même une question, c'est que bien sûr il faut de la mixité à l'échelle de l'immeuble, sans aucun doute, mais il y a aussi quand même une grande partie de classes populaires et de classes moyennes qui n'arrivent plus du tout à se loger dans notre métropole. Alors il y a juste et puis vraiment j'arrête, le BRS, on peut en faire plusieurs usages, hein. C'est-à-dire que même si c'est sous condition de ressources, on peut très bien sur une même opération sortir un BRS à tel prix pour viser aussi une partie de catégories sociales, notamment de primo-accédants, et puis du BRS plus bas pour permettre à des gens de sortir du logement social et d'ailleurs fluidifier ce qui n'est absolument pas fluide. Voilà. Donc ça, c'est aussi des outils qu'on peut utiliser, mais n'opposons pas les deux. Alors oui, évidemment, il y a un engouement depuis Lille. Il y a un engouement, non mais c'est vrai que Lille aussi a joué un rôle précurseur en la matière, mais il y a un engouement quand même bail réel solidaire et OFS, mais parce qu'il y a quand même aussi une réalité sociale dans nos villes qu'on ne peut pas complètement mettre de côté, et ça va à condition qu'on ne soit pas dans l'exclusivité d'un seul et même produit. C'était pour compléter effectivement les propos et puis peut-être témoigner nous accompagnons un projet à Bègle avec une coopérative d'habitants qui s'appelle les Boboyaka La Castagne, qui est un beau projet et pour lequel on essaie de trouver justement la solution de coupler la coopérative d'habitants avec le BRS. Voilà. Donc, mais ça reste alors je pense que la richesse de l'habitat associatif, c'est sa diversité. On voit bien qu'il y a plusieurs formes qui sont plus ou moins militantes en fonction de la forme. De la même manière, moi, je suis absolument convaincu que le BRS, c'est une invention absolument extraordinaire et qui arrive au meilleur moment aujourd'hui où, effectivement, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on arrête on fait des logements et ils se revendent après sur le marché. Il faut trouver d'autres terrains pour, etc. Aujourd'hui, à l'ère de l'urgence climatique, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut qu'on économise les sols, etc. Donc le BRS, pour moi, est vraiment l'invention majeure importante. Par contre, je comprends que là, l'idée, en fait, parce c'est vrai qu'en France, on est très vertical, très public, etc., etc. Et donc je peux comprendre que des habitants souhaitent trouver la manière de faire pour maîtriser un peu. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on progresse. Aujourd'hui, le BRS ouvre droit à une TVA 5,5 parce que derrière aussi, il y a des plafonds de revenus. Je pense que c'est des sujets qui sont assez complexes et sur lesquels il faut qu'on arrive à se retrouver parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se trouve pas. Mais effectivement, il faut trouver un peu plus d'horizontalité que de verticalité. Mais je pense que c'est qu'en travaillant ensemble, et de manière plutôt constructive, plutôt qu'en s'opposant, en fait, parce que je ne pense pas que le fait de s'opposer soit la meilleure manière de le faire. Je ne pense pas que c'était pour nous opposer, d'ailleurs, hein. Je pense que c'était pour dire qu'aujourd'hui, tout a été fait pour que ce soit plutôt des structures publiques, que ce soit des collectivités. Aujourd'hui, il y a 3 modèles d'OFS. Il y a un modèle collectivité, il y a des EPFL et il y a des organismes HLM. C'est vrai, mais voilà. Donc je pense qu'on est au début d'une histoire et qu'il faut qu'on complète ensemble. Je voulais juste compléter aussi. Je pense qu'effectivement, pour l'habitat participatif, il n'y a pas que le BSR, il y a plusieurs formules, mais effectivement, pour le BSR, la meilleure solution est l'habitat participatif, parce que quand on est dans une relation
purement mercantile vis-à-vis d'un logement. On achète un produit, on a vraiment envie de revendre un produit au prix, le meilleur prix possible. Quand on est dans l'habitat participatif, quand on implique les habitants dans les décisions, quand on leur donne le pouvoir, quand on les fait participer à la conception du logement, les gens, ils achètent un commun, ils achètent une façon d'habiter et après, ils ont envie de le transmettre et le transmettre à d'autres qui partagent ça aussi, qui sont dans les mêmes conditions qu'ils étaient il y a 10, 15, 20 ans quand ils ont acheté, quand ils ont acquis ce bien. Donc voilà, d'où l'importance aussi d'associer habitat participatif et BSR. Ben, merci Priscilla. Oui. En fait, on reboucle la boucle de ce matin sur comment les habitants peuvent participer à régénérer la ville, quoi, hein, aussi. Alors, dans la salle, là, il doit y avoir des personnes qui représentent la ville de Rennes, de Bordeaux, de Saint-Herblain. Ce serait intéressant, alors pas maintenant parce que c'est fini, c'est l'heure, mais peut-être se dire que à un moment donné, il y a peut-être une réflexion à avoir de manière croisée, pas aujourd'hui, hein, ni dimanche, mais pour se dire comment on avance sur cette question-là de la place des habitants pour non seulement racheter les friches ferroviaires dont parlait Pascal Lancel, mais de se dire à un moment donné comment on investit un territoire, quoi. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous pour préparer tout ça et on espère qu'on se recroiserait un jour.